Mesdames et messieurs, bonjour. Vous qui nous suivez, quelle que soit votre position, soyez les bienvenus sur le plateau de Minya TV. C'est votre serviteur Bokari Diko. Ainsi démarre l'émission À nous, l'actualité. Nous avons en tout cas des thèmes qu'on va essayer de décortiquer ici avec des invités de MAC. À ma droite, Amadou Lamine Diallo, dit Pape, debout sur les remparts. Bonjour. Bonjour, Gordico. C'est un immense plaisir de me retrouver sur votre plateau, Minya TV. Merci. Et notre éminent confrère Youssouf Guindo, du journal L'Éclairage. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous, à vous qui nous suivez depuis donc votre position. Merci. Alors, on va essayer de voir comment on peut parler un peu les thèmes. C'est d'abord, vous avez vu que le gouvernement français d'Emmanuel Macron a suspendu, en tout cas, l'aide française, l'aide publique, qui chiffrait à des dizaines de milliards de francs CFA. On va essayer de voir ce qu'on peut parler de ça. Et puis aussi, on va revenir sur, en tout cas, l'audio, sinon le débat que le patron de Yerewolo debout sur le rempart, Adama Diarra Ben le cerveau, avait eu à faire sur un plateau ici de la capitale et qui a suscité en tout cas une levée des boucliers sans précédent qui a en tout cas essayé de dévier l'opinion nationale, en tout cas de notre combat qui est de sauver le régime, de sauver la patrie. On va essayer de parler de ça, comme on a la chance, en tout cas, d'avoir sous notre main l'une des têtes pensantes, en tout cas, l'une des éminences grises debout Yerewoloton depuis le départ. Je vous rappelle ici, mesdames et messieurs qui nous suivez actuellement, que nous faisons partie des médias, en tout cas, qui avons suivi ces jeunes-là, qui les avons crus au moment où personne ne les prenait au sérieux. Le journal Mali demain, y compris aujourd'hui Minya TV, on les a suivis. Nous continuons à les suivre parce que nous savons qu'ils aiment le Mali. Nous savons qu'ils perdent le Mali dans leur cœur, comme bien d'autres jeunes comme eux, de l'intérieur comme de la diaspora qui nous suivent, qui nous suiviez actuellement. Et aussi, on va parler du Conseil national de la transition, son budget, qui a fait polémique. Il y en a qui disent qu'il y a eu un rajout. Non, il n'y a pas un rajout. Pourquoi il y a un rajout, etc., etc. Et ainsi de suite. On va essayer de développer et tout ça. Donc, tout de suite, Guindo, vous avez suivi au même titre que nous. On a vu que la France, qui est dans sa dynamique, en tout cas, le régime de Macron en déperdition totale, en tout cas, chez lui et ici au Mali, persiste et signe de vouloir, une façon, une manœuvre de vouloir affaiblir le régime malien dirigé par, en tout cas, la main de Dieu, Assimi Goïta, passez-moi l'expression, et en tout cas, toute l'équipe. Il veut nous déstabiliser, pousser le peuple malien, l'aura qui est là pour la briser et remonter le peuple malien contre la dynamique qui est déjà déclenchée, qui est le bon vouloir, à ce que je sache, du peuple malien. Alors, merci, le thème il est très pertinent, il est d'actualité et ça suscite pas mal donc, de commentaires. Donc c'est dit qu'après 10 ans de présence donc, des forces Barkhane ici au Mali, en ce qui nous concerne, donc le Mali, alors la population, toutes les autorités, disons la majorité, donc les quasiment les 20 millions de population, ont estimé que Barkhane n'avait pas le droit de rester parce que elle a complètement dévié, n'est-ce pas, donc de son but qui est celui de combattre, n'est-ce pas, le terrorisme. Alors quelque part aussi, on constate que Joseph Barkhane aussi soutiendrait donc le terrorisme, qui les armerait, etc., etc. Alors donc il était vraiment temps que nos autorités, donc la transition, donc prennent ces dispositions afin de demander, n'est-ce pas, qu'elle parte, n'est-ce pas, de notre territoire. Donc après un constat bien élaboré, et donc voici un peu. Alors cette histoire de suspension, parce que l'autorité française parle de suspension et non de retrait définitif, donc les mots ont donc leur sens, donc de suspendre l'aide au développement. Donc c'est quasiment, selon l'OCDE, c'est plus de choses, le Mali aurait perçu 121 millions d'aide publique au développement de la France en 2020.
En 2020. En 2020. 121 millions D'euros. De dollars. De dollars, ok. C'est selon l'OCDE, ok. Donc c'est vraiment pertinent. Bon, alors, donc, moi, je suis surpris. Je suis surpris que l'opinion s'étonne de ce retrait-là. Parce que nous, donc, issus de la société civile, donc les hommes de presse ne sont pas surpris. Pas du tout. Il y a eu déjà des précédents. Donc, voilà, la France, les autorités françaises, je suis persuadé qu'elles allaient agir. Et donc, pour frapper l'inimitié, donc il faut frapper donc, dans son portefeuille. Alors, moi, ce qui me concerne, et vous aussi qui êtes, n'est-ce pas, sur ce plateau, vous n'êtes pas étonnés. Et il y aura, je suis persuadé que, après cette suspension, je suis persuadé qu'il y aura encore d'autres représailles de la France. Alors, ce qui serait important, moi, je pense, comme les autorités et donc la transition ne sont donc pas surpris de cette attitude. Et le plus important, c'est est-ce que, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que les autorités ont mesuré, n'est-ce pas, ont pris de la hauteur par rapport à ce qui allait arriver et, n'est-ce pas, anticipé. Parce que l'aide au développement, ça va au sein de la population, ça va dans le domaine de la santé, ça va dans le domaine de l'éducation, ça va dans le domaine de l'eau potable. Maintenant, après cette suspension des 121 millions, c'est selon les chiffres, 121 millions donc, de dollars, est-ce que les autorités, donc l'autorité de la transition pourraient, n'est-ce pas, combler, n'est-ce pas, ce vide-là? Moi, c'est ça la question qui m'intéresse. Non, moi je pense que c'est à la guerre comme à la guerre, il faut comprendre ça comme ça, parce que en optant pour cette ligne, les autorités, en tout cas, savent, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais en suivant l'évolution de la situation, on sait très bien qu'elles s'attendent au pire. Et le peuple malien dit qu'il est prêt à accepter justement ce pire-là et le supporter pour que nous soyons nous-mêmes, notre souveraineté nationale, la restaurer, l'honneur et la dignité des citoyens maliens, la restaurer. Donc moi, je ne suis pas surpris que les autorités soient surpris qu'on ferme ce robinet et d'autres. Personne n'est peut-être surpris. Encore moins, il y aura le début sur le rempart. Comme vous le dites, effectivement, il y aura le début sur le rempart. Nous ne sommes pas surpris de cet acte encore que nous qualifions de propagandiste et ignoble. Tout simplement parce que c'est aussi simple que ça. Thomas Sankara le disait que nous ne voulons pas d'aide qui ne nous aide pas. Mais quand on fait l'analyse un peu plus avancée, nous mettons les aides de ces nations comme la France comme étant un capital financier international qui a beaucoup plus d'objectifs à piller les ressources des pays comme le Mali africain qui détiennent les matières premières par leur investissement. En réalité, les bénéfices, tout ça, ça retourne chez eux. Donc, a priori, nous condamnons déjà ce type d'aide. D'une part. D'autre part, il est clair que ces aides, parce que vous venez de parler de 120 millions d'euros, donc à peu près de dollars, qui fait, je crois, à peu près 70 à 80 milliards comme ça. Mais il est clair que nos compatriotes maliens qui sont à l'extérieur, nous appelons la diaspora, et les fonds qu'ils amènent chez nous aussi c'est supérieur à ça. Très supérieur déjà à ce qu'eux nous apportent. Et quand nos frères de l'extérieur, nos parents de l'extérieur nous envoient cet argent, ce n'est pas pour investir, pour en tirer un profit. Et c'est clair que, contrairement à ce que la France nous apporte, c'est clairement pour tirer profit. Et principalement, aujourd'hui, nous sommes avec une nation comme la France, qui est considérée comme un État terroriste, qui aide les terroristes à attaquer nos camps militaires, à brûler nos villages, à massacrer nos populations et à les financer pour atteindre leurs projets aussi macabres qu'inhumains qui se perpètrent sur notre milieu. Jusqu'à ce que le gouvernement malien a déposé une plainte contre la France aux Nations Unies déjà. Donc aujourd'hui, la France étant considérée comme un État terroriste, il est clair que son financement est un financement terroriste. Donc nous tirons la simple conclusion pour dire si la France retire son aide, c'est comme simplement on retire le pu d'une plaie qui est en train de se cancériser.
Mais vous pensez, comment pensez-vous quel remède les autorités pourraient trouver pour combler ce vide? Il y a ce vide, il faut s'attendre à d'autres encore. Oui, mais dans notre analyse, il n'y a pas à combler le mal. Parce que pour moi, la présence de ce capital financier est un mal en soi. D'autant plus que quand j'étais chargé de mission au ministère de la Communication, en ce moment mon ministre était Amadou Touré, j'ai participé à un atelier là où il y avait les Français, je crois, AFD, l'Agence française de développement, qui ont envoyé un projet de 7 milliards. Et ce projet, le comité de gestion devait être saisi auprès du secrétariat général du ministère. Donc, d'abord, qui était un acte d'espionnage déjà, parce qu'il y a des conditions par rapport à ces aides-là. Absolument. Deuxièmement, ce projet consistait à combler le vide qui se caractérisait par l'absence de l'école pour les enfants, des dispensaires pour les patients et l'administration qui n'était pas présente. Donc, pour eux, il fallait envoyer l'administration, il fallait envoyer des structures médicales, et il fallait envoyer des structures pour l'enseignement, voilà, mais de façon mobile. Et dans le secteur de Gao, Assongo, je crois, j'ai oublié la troisième région, mais qui était à la frontière Mali-Burkina, qui est reconnue comme étant une zone qui est là où se concentraient vraiment les terroristes. C'est un nid des terroristes. Donc l'armée avait pris des dispositions pour cadrer ce milieu, pour éviter à ce qu'il y ait des allers-retours de ces terroristes. Et c'est à ce même moment que la France a trouvé un projet en termes d'aide pour envoyer une école mobile, une santé mobile, une institution mobile qui permettait à la France de circuler dans cet endroit. Donc, qu'est-ce qui nous prouvait que, au lieu de transporter des patients, des malades, ce ne seraient pas des terroristes, des armes, de l'argent qui allaient transporter pour traverser, comme on appelle ces barricades qui ont été érigées par notre armée pour protéger les. Donc, c'est pour dire que déjà, les financements, les aides qui viennent par cette nation aujourd'hui, qui est considérée comme étant un État terroriste, qui peut nous aider, au contraire, si elle dégage de chez nous, pour nous, c'est alléluia. La même chose, là? Oui, comme il a si bien dit, en fait, c'est celui qui te donne l'argent, il te dit les conditions, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Alors, c'est vrai, nous avons eu plein de schémas susceptibles de lutter contre le terrorisme. 10 ans de présence quand même, la France en termes de sécurité, c'est énorme. C'est nul. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire. Il n'y a pas un Malien qui pourra dire le contraire. Leur présence, bien au contraire, a contribué, n'est-ce pas, à amplifier donc le terrorisme, donc le djihadisme. Bon, nous le savions, un certain Suisse qui a travaillé dans le système des Nations Unies l'a dit, bien avant que, n'est-ce pas, la Libye ne soit déstabilisée, parce que c'est le mot, quel que soit ce qu'on pourrait dire de Kadhafi, quand même, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui aimait profondément son pays et qui a contribué, n'est-ce pas, à son développement. Et donc, voilà, ça ne peut pas que faire des erreurs. Et là, en parenthèse, nous l'avons dénoncé, il y avait une lettre même qui a été écrite, n'est-ce pas, pour dénoncer l'attitude de Nicolas Sarkozy, que l'opinion africaine était carrément étonnée de savoir que Nicolas Sarkozy est toujours en liberté comme s'il n'avait rien fait. Il a déstabilisé donc ce pays. Alors, Ziegel avait dit, avant les frappes de l'OTAN, que l'Afrique serait déjà une poudrière qui va partir de la Libye au Mali. Je crois que tu as vu ce documentaire. Qui va partir de la Libye au Mali, le Niger, le Burkina, tous ces pays-là, n'est-ce pas, seront pas épargnés. La suite logique, on la connaît maintenant, et c'est ces pays-là qui sont présentement donc déstabilisés. Donc la présence de la France au Mali en termes de sécurité, moi je le dis et je le dis plusieurs fois sur le plateau ici, elle est nulle. Donc il faut y mettre un terme et chercher, n'est-ce pas, donc, à combler donc, ce vide. D'où la présence de la Russie, donc notre ami, n'est-ce pas, au Mali, qui fait de son mieux, n'est-ce pas, pour lutter donc, contre ce terrorisme. Mais il appartient à nos armées, n'est-ce pas, à prendre les dispositions. C'est vrai que l'ami peut venir te donner juste un coup de main, mais ça appartient à toi de prendre tes dispositions, à prendre, n'est-ce pas, choses
après le corps, n'est-ce pas, tout ce qui concerne la sécurité. Parce que la sécurité nationale, elle n'est pas négociable, ça tout le monde le sait, elle n'est pas négociable. Alors, nous exhortons davantage donc, nos autorités, n'est-ce pas, à amplifier donc, les partenaires, à chercher davantage de partenaires. C'est vrai qu'il y a la Chine, pourquoi pas, n'est-ce pas, la Turquie aussi, qui est une puissance. Et donc, voilà, il faut vraiment amplifier pour que nous ayons, n'est-ce pas, notre sécurité, notre territoire propre en nous. Non, moi je pense que sur ce plan, les autorités sont déjà en avance, sinon elles sont à cheval, en tout cas, dans ce domaine-là. Parce que quand tu regardes en prenant cette voie appréciée par le peuple malien dans sa quintessence, ça veut dire qu'elles ont bien réfléchi la voie qu'il faut emprunter et qui est en cours actuellement. Et que rien ne pourra nous enlever sur cette voie, même si on voit en tout cas des coups bas, je ne sais pas comment expliquer ça et là, le peuple est vigilant et il est prêt à en découdre face à qui que ce soit qui va nous dévier de cette voie. Alors, Pape Amadou Lamine Diallo, Pape, on a vu la semaine dernière une sortie de votre président, en tout cas, qui a suscité, qui a fait un buzz, où il a attaqué un peu le budget, etc., etc. Je ne me rappelle pas très bien. En tout cas, ça a suscité une réaction jusqu'à ce que d'autres jeunes se réclamant membres fondateurs de Yéraouloton ont fait un meeting mardi à Kati. On a vu comment ça s'est passé. Dans quel cadre vous mettez tout ça? Bon, d'accord. Donc, je mets ça dans un phénomène, parce que là, d'abord, il faut rappeler que Yéraoulo Debout sur les remparts est un mouvement qui concentre beaucoup de leaders qui viennent de différents horizons et qui ont tous des compétences à la hauteur des défis qui doivent être élevés par notre pays. Et dans ce contexte, on a mis un mouvement. Et d'abord, au tout début, nous avons évité de choisir un responsable principal. Mais nous avons dit que chez nous, à Yéraoulo, il n'y a pas de responsable principal, tout le monde est responsable. Donc, parce que nous savons que, quel qu'en soit un être humain, ses compétences, peut à tout moment faire une erreur. Et donc, pour ne pas que ces erreurs se répercutent sur le mouvement et ralentissent les actions, les activités du mouvement, il était important de prendre certaines mesures. Bon, donc, il faut comprendre qu'au moment où on a mis Yéraoulo Debout sur le rempart en place, c'était pour combattre un ennemi qui est resté longtemps et qui a sapé beaucoup d'efforts, qui a fragilisé beaucoup de choses, qui a surtout divisé beaucoup les populations locales, les différents combattants et tout, et pour régner. Donc il fallait trouver tous les voies et moyens pour frapper précisément fort, très bien, pour pouvoir dégager cet ennemi. Donc ce qui fait que nous nous sommes perfectionnés au fur et à mesure. Mais surtout nous sommes perfectionnés dans l'anticipation et dans l'offensive. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui vous trouvez que Yéraoulo est très percutant dans cette prise de position. Donc c'est une première étape de la lutte. Et il faut aussi considérer le fait que nous subissons beaucoup de pression parce que nous sommes très proches des populations les plus... En contact permanent. Avec les populations, mais démunies, qui sont dans des difficultés et surtout extrêmes. Aussi des militaires comme civils. Et c'est pour cela que, par exemple, vous allez voir que quand Thomas Sankara dit, et même Che Guevara dit, que la patrie ou la mort nous vaincront, au sein de Yéraoulo, nous ne sommes pas pour ça. Nous disons la patrie ou mort à l'ennemi, nous vaincrons. Donc vous allez voir que dans ces deux expressions, il y a une différence. Je suis prêt à mourir pour ma patrie. Mais nous disons que nous ne sommes pas prêts à mourir, mais nous sommes prêts à mettre hors d'état de nuire toute personne qui va nous empêcher d'atteindre notre objectif. Donc pour dire que nous sommes très dans l'offensive et très dans l'anticipation. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui nous observent nous voient plus vent en guerre que sages.
Voilà, donc je pense que... Mais ce n'est pas votre stratégie, votre style. Oui, c'est notre stratégie, mais ce qui fait que nous avons tellement bien fait le combat que nous avons reçu la victoire bien tôt que prévu, quoi. Même si personne ne vous croyait pas au début, au départ. Oui, mais vous nous croyez au début. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dis que vous dévoiler que vous êtes un membre aussi fondé de Yerolo. C'était pas encore Yerolo, il y avait le Parlement populaire. Exactement, exactement. Oui. Avec les brassards rouges. Avec les tout. Oui. Ces choses-là, voilà. Donc, on vous remercie déjà pour votre appui. Non, c'est pour le Mali. Et vous avez même écrit aussi sur le Parlement. Donc, c'est pour dire que le nom que vous voyez, Yerolo debout sur les remparts, ça vient de très loin. C'est le label. Mais dans le fond, par exemple, Yerolo a été mis en place le 19 novembre 2019, mais les militants, les leaders de Yerolo, ça fait au moins une moyenne de 15 ans de lutte que nous sommes sur le terrain. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc, bref, ce qui s'est passé, c'est que c'est lors de... Parce que lorsque nous avons fait dégager la France, nous devons aussi nous attaquer à une autre étape de la lutte qui était la justice. Donc nous avons fait des rencontres et nous avons pris des dispositions pour commencer à faire ce travail. Et c'est dans ces conditions que nous devons faire une sortie le 12 novembre, c'était samedi. Donc comme dans l'accoutumée, avant que nous partons pour l'activité principale, nous nous retrouvons sur la radio PIS-FM. Camarade Ben Le Cerveau, Sri Kote et Mementa font des appels maintenant pour rejoindre la masse sur le lieu de l'activité. Donc c'est dans ces conditions-là que le camarade Ben Le Cerveau, le commandant en chef, de ses propos. Donc il est devenu le commandant maintenant. Non, son poste, parce qu'il y a le de Mousse les remparts à une structure différente de toutes les organisations. Par exemple, dans les autres organisations, il y a un seul président, mais chez nous, le nombre de présidents égale au nombre de structures de base. Donc, si nous avons 1000 structures de base, nous avons 1000 présidents chez nous. Et le comité de pilotage, le premier responsable du comité de pilotage, c'est lui, le commandant en chef. Le comité de pilotage, c'est comme une direction d'un camp militaire. Voilà, donc dans une société. Donc, nous avons aussi notre structure qui est différente des autres. C'est pour cela qu'on appelle le commandant en chef. Donc, dans son intervention, a dénoncé le projet de loi qui portait sur le budget du CNT. Et d'où il y a le budget du CNT et il y a celui aussi de la présidence. Donc, quand il s'est prononcé sur ça, en dénonçant la forme, il y a eu aussi, ça a provoqué des tollés. Et il y a eu des jeunes à Kati qui ont perçu ça comme une attaque contre l'autorité. Et ils se sont manifestés, ils ont fait une organisation, ils ont fait des choses. Et c'est dans ça que on a vu qu'il y a eu des réponses. Et c'est à ce moment que moi, particulièrement, j'ai commencé à m'intéresser au dossier. Donc, quand j'ai fait le parcours de tout, arrivé à un certain niveau, j'ai vu que c'était non seulement d'abord le camarade en tant que commandant en chef qui était attaqué, mais aussi le mouvement aussi était attaqué. Donc, nous avons vu, c'est à ce moment que alors nous nous sommes réunis au sein du héros de Gosses les remparts, on appelle le haut commandement. Nous nous sommes réunis pour faire l'état de la situation et quelles mesures il faut prendre. Et nous avons décidé que nous avons compris que nous sommes un mouvement pilote et que tout ce qui peut aller de manière négative contre le pays, il est important d'éviter ou de mettre fin à ça. Et vu l'ampleur ou bien l'ampleur que Yerolo a aujourd'hui au Mali, en Afrique et même dans le monde, c'est facile de faire porter les messages dans les Yerolo. Donc nous sommes dit que nous allons aller en désescalade et il faut que la jeunesse reste unie. Parce que dès le tout début, nous avons compris que l'ennemi veut nous diviser pour régner. Il veut vous infiltrer. Nous infiltrer. Mais surtout, même nous infiltrer, mais l'objectif c'est de nous diviser et régner. Donc si nous restons unis, nous pouvons vaincre l'ennemi. Donc c'est dans ces conditions que nous sommes en train de travailler maintenant, aller à la désescalade, à l'apaisement, pour que la jeunesse malienne reste encore unie et déterminée pour vaincre l'ennemi. Et
surtout, comme notre président libérateur, le colonel Assimi Goïta, l'a dit que s'il échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Et chaque génération a une mission à accomplir. Et nous voulons accomplir notre mission. Nous ne voulons pas échouer dans notre mission. Donc nous sommes déterminés à travailler à ce que nous arrivions aussi à accomplir la mission pour le bonheur des marchands du Mali. Oui, mais est-ce à dire que les jeunes qui ont fait en tout cas ce meeting et qui donnaient un ultimatum d'une semaine en exigeant que Ben soit exclu du CNT, est-ce que vous avez parvenu vraiment à les ramener à la raison et rester ensemble soudés? Bon, il y a des démarches qui sont en cours pour atteindre. Et nous avons surtout perçu certaines personnes actives du mouvement qui sont dans la logique d'aller à l'apaisement. Voilà, donc ils se sont offusqués suite à une action. Donc ils ont fait une réaction. Et ça se limite à ça. Ça s'arrête à ça. Alors, Guindo? Oui, c'est vrai que cet audio a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi-même, je me suis posé des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rôle des bousses sur les remparts est-il, n'est-ce pas, en train de dévier de son objectif? Je me posais énormément de questions. Donc, en tant qu'analyste, quand même, je me suis dit, tiens, j'ai écouté l'audio, je dis, c'est aussi le rôle de la société civile d'interpeller l'État en cas de, n'est-ce pas, d'éventuels manquements. Parce que le plus important, c'est vrai, nous soutenons Assimi Goïta, nous soutenons la transition, parce qu'un patriote, c'est son rôle de soutenir la pression, quel qu'il soit, n'est-ce pas, et donc au pouvoir. Alors, je me suis dit que quelque part, c'est positif. Parce que le peuple est en train de souffrir. Le peuple, il est résilient jusqu'à présent. Alors, c'est quelque part bon d'interpeller, n'est-ce pas, nos autorités pour dire attention, là où vous allez vraiment, faites attention, sinon le peuple, n'est-ce pas, pourrait, n'est-ce pas, être donc mécontent. Mais là où il y a le rôle des bousses sur les remparts à manquer de tact, c'est au niveau de la communication. Ah oui. Communication. C'est juste un petit mot, mais qui a tout son sens. Communiquer, c'est exister. Moi, à la place il y a le rôle des bousses sur les remparts en tant que chose, un leader, parce que lui, je vois qu'il communique beaucoup. Et moi, ça me plaît. Je le dis tout à l'heure avant qu'on monte sur le plateau. C'est quasiment le seul. L'un des rares. Compris, n'est-ce pas, le rôle, l'importance de la communication. Alors, quand on dit communiquer, c'est exister. Vous entendez un truc comme ça. Et que déjà, dans votre fief Akati, des gens se soulèvent. Parce que moi, je suis arrivé à la conclusion que la division du rôle des bousses sur les remparts est en téléchargement. Ah oui? Ah oui, parce que c'est des jeunes qui sont arrivés sur le terrain, qui commencent à faire un travail formidable de soutien à la transition, qui sont toujours, n'est-ce pas, au feu de l'action. Alors, ça crée des mécontents. Et quand on crée des mécontents, celui qui est mécontent, qui a les moyens, il peut, n'est-ce pas, infiltrer les rôles, débousser les remparts et chercher à les diviser. Parce que chacun a un prix, hein. Il suffit de savoir lequel. Hein? Mais là où ils ont manqué les tacts, quand l'audio est sorti, moi, à la place de Ben le cerveau, parce que je ne suis pas aussi à sa place, chacun a son point de vue, son appréciation des choses, automatiquement, je sors de mon silence. Si c'est moi qui ai fait l'audio, je l'assume devant le peuple. Et j'ai dit que l'audio est sorti de son contexte. C'est comme ça que je peux m'exprimer. L'audio est sorti de son contexte. Nous soutenons la transition, nous soutenons les autorités, n'est-ce pas, de la transition. Ça, il faut que les gens se mettent dans la tête que c'est incontestable. Nous sommes aussi issus de la société civile. Nous entendons le cri de cœur de nos parents. Le panier de la ménagère chose est menacée, les trucs les prix sont exponentiels, ça explose et tout ça. Et donc voici un peu notre rôle aussi. Non seulement c'est de soutenir la transition, parce que c'est le rôle aussi du meilleur ami. Je te soutiens, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, je te le dis. Donc, j'aurais dû sortir, je n'aurais pas dû attendre même 24 heures. J'aurais dû sortir et assumer les responsabilités, si c'est vraiment c'est vraiment sa voix, et dire, bon voilà, l'audio est sorti vraiment de son contexte. Je vous prie de comprendre, nous sommes avec vous, nous sommes avec la transition. Mais ce silence, ça fait combien de jours aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a, comment on appelle ça, des démarches qui sont entreprises donc, en amont pour pouvoir calmer donc,
les esprits, le syndicatif, mais je pense qu'ils ont trop tardé en termes de communication. C'est extrêmement important, on le dit tout le temps ici sur le plateau. Communiquer, c'est exister. Vous ne communiquez pas, vous n'existez pas. Si un truc se passe comme ça, c'est-à-dire, ils ont l'habitude, moi je suis un peu surpris qu'ils aient gardé un peu ce silence. Ils ont l'habitude de D'habitude, c'est avec promptitude. Promptitude sur lui. C'est ça la force. Voilà, donc là, ils ont péché par ignorance. Ça, il faut que je le dise. Bon, peut-être par inadvertance, ils ont péché par inadvertance, je peux dire ça comme ça, parce que c'est vrai que venant de Ben, c'est comme si tout le monde a reçu un coup de massue sur la tête. Bon, mais comme il l'a dit, c'est sorti du contexte dans lequel il avait parlé. Bon, est-ce que c'était le moment? Pour beaucoup de citoyens qu'on a interrogés, c'était pas le moment. Est-ce que lui, il devait le dire? Pour certains, il ne devait pas le dire. Mais en tant que société civile, en tant qu'activiste, c'est son rôle, en tout cas, de rappeler à l'ordre l'autorité, même s'il fait partie, parce qu'il est membre du CNT et non le moindre, quoi qu'on dise, hein, ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le Mali a besoin de cohésion. Aujourd'hui, le Mali a besoin de tous ses fils qui veulent qu'on sorte de cette zone de turbulence. Et les jours à venir seront encore plus difficiles que ceux que nous avons déjà vécu il y a quelques jours, à ce que je sache. Parce qu'on voit l'ennemi en train de guetter la moindre incartade s'incruste dedans pour diviser, comme tu l'as dit, et régner. Donc, et je pense que cette phrase du chef de l'État, la main de Dieu que Dieu nous a envoyé à Assimi Goïta, et reste, doit tout sonner dans les oreilles. Si j'échoue, je suis jeune comme vous, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Et je pense ça c'est le carburant des leaders de la jeunesse actuelle qu'incarne en tout cas Yeraolo debout sur le rempart et d'autres, même si les méthodes ne sont pas les mêmes, l'objectif affiché est connu, mais aujourd'hui on a besoin d'une synergie. Est-ce dans ce cadre que vous êtes retrouvés à Koulikoro? Nous sommes retrouvés à Koulikoro parce que c'était le troisième anniversaire du héros debout sur les remparts. Vous avez ce que nous avons accompli. Et qui a coïncidé, excusez-moi, avec, je ne sais pas, le premier président. L'arrestation du premier président. Non, c'est pour dire que, en fait, Yeraolo a été. Bon, on a trouvé le nom Yeraolo avant, mais nous sommes allés présenter Yeraolo, la naissance de Yeraolo à Koulikoro, à Kayo d'abord, parce que c'est à Kayo que Modo Keita a été arrêté. Donc, comme c'est une date qui marque des moments sombres du pays, nous avons eu confiance en disant que Yeraolo étant une lumière, si nous mettons le 19 novembre, ce même jour, ça ne se limitera pas seulement à une date sombre de notre histoire, mais c'est aussi à la venue ou à la naissance aussi d'une lumière aussi au Mali. Donc voici pourquoi nous sommes partis à Kayo. À chaque fois, avant d'aller à l'activité programmée, nous arrêtons là où Mena à Kayo a été arrêté. À partir de là-bas, nous faisons une cérémonie, un petit discours, et maintenant nous continuons sur Koulikoro. C'est ce qui s'est passé, parce que Yeraolo est très cérémonial dans tout ce qu'il fait. Voilà, donc c'était pour ça que nous sommes allés à Koulikoro. Mais ce que je voulais aussi ajouter sur ça, c'est que dans notre style de travail, nous avons beaucoup pesé sur la communication parce que nous étions conscients que nous pouvons avoir la victoire que lorsque les masses populaires, leur conscience vont atteindre un certain niveau politique élevé. Une prise de conscience élevée en termes politiques était vraiment importante, et sociale aussi était importante, et ensuite culturellement, et peut-être après économiquement. Donc la question politique, il fallait vraiment se peser là-dessus. C'est pour cela que dans nos expressions, dans tout ce que nous disons, si vous prêtez beaucoup attention, c'est une manière d'éveiller la conscience des populations. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, le travail est tellement bien fait aujourd'hui que même si nous revenons sur ce que nous avons dit, on sera condamné par cette même population-là. Donc aujourd'hui, le niveau du combat a atteint un certain niveau et porté par la population que rien ne peut aujourd'hui résister face au pouvoir de répression de cette population. C'est pour cela que quand ces événements se sont passés et que nous avons senti la fièvre au niveau des populations, parce que qui ont leur espoir à la branche militaire qui est le CNSP et à la branche politique qui est Yeraolo debout sur les remparts,
Donc quand ils ont vu qu'il y a une certaine forme de mésentente entre ces deux branches, ils ont commencé à s'inquiéter et à nous appeler de tous leurs côtés. Voici pourquoi nous avons joué maintenant à l'apaisement pour la stabilité au sein de cette masse-là, pour qu'elle se concentre sur le combat contre l'ennemi principal qui est connu, qui est la France et sa politique criminelle. Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui nous avons confiance à ce niveau de conscience élevé de cette population qui va comprendre que ce parcours-là, ce qui s'est passé est une erreur, mais une erreur aussi qui fait pour nous, qui est pour nous aussi une leçon, qui nous fait prendre conscience aussi que nous devons aller au-delà de certaines choses et que nous sommes plus seulement à une phase de combat simplement, mais aussi à une phase là où nous devons participer à d'autres questions, comme nous parlons par exemple de la refondation. Lorsqu'on parle de la refondation, c'est un autre niveau encore de combat. Il ne s'agit pas maintenant de protester ou d'aller dans la rue pour poser des pancartes ou demander la libération, ainsi de suite, mais de faire des propositions aussi pour bâtir une nation prospère. Et parallèlement à tout ça, il y a quelque chose sur lequel nous appuyons beaucoup, c'est que, toutes les élites au Mali doivent comprendre. Nous sommes aujourd'hui avec un peuple qui ne veut pas négocier avec les questions de libération de sa liberté. Elle ne veut pas la moitié, elle veut la totalité de sa liberté. Elle veut la restauration de sa dignité. De son honneur. C'est ce qu'elle veut aujourd'hui. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé dans ce pays, les massacres des populations dans leurs environnements paisibles, qui n'ont rien à voir avec la politique nationale, je dirais, qui ne sont pas impliqués dans la politique nationale, dans les débats politiques, ni rien, ce sont ces premières populations qui sont victimes de massacres. Les militaires qui s'étaient massacrés dans la semaine avec 30 militaires qui tombaient. Ça me rappelle le camp de Bougessi, plus de 100 commandos massacrés en une seule nuit. Donc, quand on regarde d'où nous venons, aujourd'hui, on n'a pas droit à certaines erreurs. Nous devons tout faire aujourd'hui, pas seulement pour sortir de cette situation, mais de préparer un avenir meilleur qui fera de toutes ces personnes des martyrs qui ont permis aujourd'hui une réussite dans l'avenir. Donc c'est dans cette logique aujourd'hui que Yéroulou doit. C'est pour cela que quand nous sommes partis à Kati, le thème sur lequel nous avons choisi, c'était les principes révolutionnaires pour un changement profond. Donc il fallait, nous devons élaborer, préciser, définir les principes fondamentaux fondés sur la révolution, en termes révolutionnaires pour un changement profond. Alors, Guindo, et en tout cas, leur logique est claire. Je ne sais pas comment tu analyses tout ça. Alors, pour ajouter un additif donc, à ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement important. La population massacrée un peu partout au Sabou, dans les hameaux, dans les villages, etc., alors que ces peuples aspirent, n'est-ce pas, à vivre en paix. C'est en cela qu'il faut condamner l'attitude de la politique française et puis également de ses alliés, la MINUSMA. Je me souviens, en 2019, on était quasiment, je crois 2018 ou 2019, on était quasiment les premiers à vouloir porter plainte. Oui, contre la MINUSMA. Contre la MINUSMA pour non-assistance en personne en danger. Exactement. Ah oui, les documents même sont avec moi. Et pour cela, j'ai même approché un procureur de la République, l'ancien de la Commune 4, pour lui demander, voilà, qu'est-ce qu'il va faire donc pour que la plainte puisse être, n'est-ce pas, portée. C'est vrai que c'est des gens qui disposent, et c'est fait à dessein, ils disposent d'une immunité, c'est fait à dessein. Mais au moins cette plainte fera jurisprudence sur le plan, n'est-ce pas, international, sur le plan africain, pour ce qui, n'est-ce pas, nous concerne. On n'a pas été suivis, les résultats sont là. Selon dans le mandat de la MINUSMA qui ne fait pas effectivement son travail, ça il faut le dire, il faut le dénoncer. Le rôle de la MINUSMA, le mandat, c'est de sécuriser la population civile qui ne demande rien, qui aspire seulement qu'à vivre en paix. Donc, c'était juste ce que je voulais dire, n'est-ce pas, soit dite donc en passant. Mais je reviens encore à ce que j'ai dit par rapport, n'est-ce pas, à l'audio, à votre communication. Je crois qu'il serait bon vraiment de contribuer effectivement à apaiser, n'est-ce pas, certaines personnes qui, moi, de mon point de vue, seraient manipulées. Ça, il faut le dire, parce que vous faites un travail formidable, vous glanez du monde, vous dites la vérité à la communauté internationale, alors ne dites pas que les gens vont faire un cadeau. Donc il faut faire extrêmement attention à vos propos
Et vraiment, j'insiste encore là-dessus, hein, je suis un communicateur, vraiment, il faut rapidement, n'est-ce pas, assumer, si c'est vrai, assumer, mais dire que les propositions sont vraiment sorties de leur contexte. Le peuple comprendrait cela, hein, le peuple comprendrait cela, mais il faut rapidement aller, n'est-ce pas, à cela. Je suis persuadé que vous avez commencé déjà à le faire, mais il faut que ce soit l'opinion internationale, non un groupuscule de personnes qui le sachent. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, il y a deux facteurs essentiels en synergie en tout cas, sans peut-être se rapprocher, qui sont connus. D'abord, un vibrant hommage à nos sages du pays qui sont montés au créneau il y a longtemps, et singulièrement ceux de Ségou. Au même moment, ça trouvait déjà que ces jeunes étaient déjà dans la rue, à la risque et péril, d'ATT jusqu'à IBK, n'ont pas changé de logique, et le temps donne raison. Aujourd'hui, le pays est sérieusement menacé, les coups bas, les conspirations sont en cours, d'après en tout cas ce que nous avons reçu comme information. Et aujourd'hui, que la jeunesse se soude, se donne la main, je pense que c'est une priorité numéro 1. Ce n'est pas des mots, des vocabulaires, mais c'est des actes. Parce qu'il faut protéger le président Assimi Goïta. Il faut protéger, en protégeant le président Assimi Goïta, on protège le Mali d'un chaos qui va nous amener le Mali à sa disparition, je ne le souhaite pas. C'est ça la vérité. Et nous, en tant qu'hommes de médias, tout le monde est interpellé par rapport à cette situation. Donc aujourd'hui, c'est l'union sacrée qu'il faut, renforcer. J'ai reconnu, c'est vrai, on peut commettre des fautes. Ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur. Mais c'est que tu as commis une faute. Je demande pardon, je me suis trompé. On continue. Ne jamais prêter le flanc à qui que ce soit, parce qu'il y a des gens qui sont tapis. Et vous dites que la France est partie, mais la France n'est pas partie. Les vrais acteurs de la France sont parmi nous ici. C'est les siens qui sont là et qui pensent que leur méthode machiavélique de 3 décennies va continuer. Nous disons que non. L'heure est grave, la situation est très grave, et qu'ils sachent, en tout cas ça n'engage que moi, avec ce que j'ai comme information, les vrais ennemis de l'intérieur qui sachent que leurs jours sont déjà comptés. Ça ne marchera plus, parce que personne ne croisera plus les bras aujourd'hui au Mali, les regarder, mélanger le pays pour des intérêts sordides, au détriment des intérêts supérieurs de la nation. C'est ça que je voulais ajouter dans ce qu'on vient de dire. Maintenant, on a vu dans ce contexte-là, malgré la souffrance, la résilience du peuple malien, malgré la crise, malgré tout ce qu'on connaît, le peuple continue à tenir le régime, à servir de paravent vis-à-vis de l'ennemi. Ça, c'est inéluctable, c'est clair, ça crève les yeux. À telle enseigne que les grandes puissances et autres sont étonnés de la capacité de résilience du peuple malien. Effectivement, c'est un peuple comme ça, nous sommes comme ça, c'est Dieu qui nous a fait comme ça, on est né comme ça, on évolue comme ça. Mais il vient avoir une sorte de tollé créé par, en tout cas, une décision du ministère des Transports et des Infrastructures pour, à partir du 1er janvier 2023, l'application des casques pour les engins à 2 ou à 3 roues. Même si, du côté du département des transports et des infrastructures, on dit que ce n'est pas obligatoire. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est aussi simple que ça. Parce que d'abord, toute décision, toute loi qui sont prises par les autorités, c'est d'abord pour satisfaire les besoins, pour répondre à l'aspiration des populations. Et s'il y a des décisions qui, au lieu de régler les problèmes, créent des problèmes, je pense que la sagesse de l'État doit lui conseiller simplement de revoir les voies et moyens. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les populations ont eu l'expérience d'un État qui a beaucoup travaillé avec des commerçants véreux, qui pensent plus à s'enrichir, à piller le pays qu'à doter les pays de marchandises. C'est-à-dire à bon prix. Voilà, à vil prix. C'est-à-dire, comment on appelle, le mot m'échappe un peu, mais c'est faire de la souffrance
de la marchandise pour se faire de l'argent. Et c'est cette image que donne ce projet-là. Que donne ce projet. Bon. Donc, sinon, le peuple malien est un peuple qui lorsque, si c'est honnête, c'est clair, les gens sont dedans. Mais lorsque, il y a 30 ans quand même, que les gens sont usés, on disait même à un moment donné, c'était permis de le dire pratiquement, que lorsque tu ne voles pas, tu es maudit. Les parents me disaient, quand tu es dans la famille et que tu te lèves, tu dis que tu ne voles pas, on dit que mais tu ne voles pas, c'est que toi tu es maudit. Donc c'est pour dire que la perversité avait atteint un certain niveau déjà, au Mali c'était grave. Donc les nouvelles autorités qui sont là doivent beaucoup faire attention pour qu'il n'y ait pas de méfiance entre les populations et l'État. Donc l'État doit être plus éducateur et très pédagogique dans cette démarche pour atteindre ces objectifs qui sont pour l'intérêt de ces populations-là. Donc pour vous, ce n'est pas le moment d'instaurer ces casques-là, le port de ces casques. Soit ce n'est pas ce moment, soit la manière n'est pas bonne. Si c'est le moment, elle doit chercher la manière. Parce que quand on écoute tout le monde, les gens ne sont pas prêts à porter accepter. Ça c'est clair et net que c'est visible. Et même moi qui vous parle aujourd'hui, je suis sur une moto. Et moi, personnellement, je regrette de le dire, mais je ne suis pas prêt à porter un casque. Non seulement parce que je n'ai pas les moyens de me trouver un casque. Casque à 10 000 c'était prix. Et voilà, à ce niveau. Et puis ma moto ne me permet pas parce que je n'ai pas de rétroviseur. Donc ce serait difficile pour moi de regarder de gauche à droite. Et d'ailleurs, moi j'ai encore plus de problèmes dans ma tête pour porter. Moi je ne comprends même pas des casques chapeaux avec porter un casque pour me protéger. Donc il y a toutes ces choses, comment on appelle, psychologiques qu'il faut quand même revoir. Voilà, c'est vraiment important de voir. Sinon, s'ils envoient les casques, ils peuvent aussi, comment on appelle, acheter les casques et puis les donner aussi. Distribuer gratuitement. Distribuer gratuitement. Oui, mais on dit justement l'instauration du port du casque, c'est une question de sécurité. Oui, mais tout le monde sait que personnel d'abord, et les autres. Tout le monde sait que c'est une question de sécurité, mais ce qui est clair, le casque évite seulement un traumatisme crânien. À part ça, ça n'évite absolument rien. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de la tête. Sinon, tout le reste du corps est exposé. Voilà. Donc, il faut voir tout ce paramètre. J'ai voulu dire une chose, c'était. Ça m'a un peu échappé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis les différents. Disons les choses telles qu'elles sont. Les différentes autorités, nos différents prédécesseurs ont failli. Cette loi existe depuis 1999. Ça a été modifié en 2005. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ce temps? Il y a eu Alpha, il y a eu ATT, personnel, il y a eu Ibeka, il y a eu Yongunda. Bon, moi je parle des présidents démocratiquement élus. Et Ibeka m'avait pris le taureau par les cornes, mais il avait dit, je crois en 2014, lors des assises du Parlement des enfants, qu'il allait veiller à son application intégrale. Et mieux, il a même dit qu'il a même instruit au milieu de la sécurité, n'est-ce pas, de veiller à cela, et qu'il va prendre, si tu veux, des chauffeurs, dans cette expression, pour pouvoir veiller à cela. Et pour finir, il a dit, quand je dis quelque chose, je le fais. Bon, la suite aussi est donc connue. Bon, en l'état actuel, le port du casque, il a dit exactement, nous sommes dans une situation multidimensionnelle. En tout cas, ça fait polémique. Non, mais c'est clair. Débat. Moi, je suis de la presse, j'entends ce que les gens disent. Et à partir du moment où l'autorité de la transition a pris cette mesure, le prix des casques, ça, je vous dis, a monté de façon exponentielle. Ah bon? Ben oui. Oui. Et quand vous demandez aux commerçants, ils disent non, que c'est pas vrai. Mais allez-y sur le terrain, allez discrètement vous renseigner sur le terrain. Alors donc, voilà, pour dire que c'est le moment, c'est pas le moment, bon, il appartient, moi je pense à la population d'apprécier. Les choses, comme il a dit, faire plus d'activités, plus d'actions pédagogiques que d'aller à la répression. Pour revenir un peu, en décembre 2021, je pense sous votre contrôle, il y avait une décision qui a été prise pour ne plus convoyer les CH en circulation. Oui. À partir du 1er janvier 2022. Qu'en est-il? Moi, quand je venais, j'ai fait exprès, j'ai comptabilisé, j'ai 4 véhicules qui n'étaient pas décidés, qui étaient au CH. Oui, mais il faut voir aussi qui est-ce qui conduit ces véhicules CH. La plupart, c'est des autorités. Exactement. On en a même c'est des autorités. Mais oui.
Donc il y a 2 poids 2 mesures. Ben voilà, si l'autorité ne respecte pas, C'est un rappel, quoi, en fait. C'est un rappel. Donc cette histoire du port de casque, je pense qu'il faut engager des actions pédagogiques. Sensibiliser les gens. Certes, le poids de mots, mais le choc des images. On sensibilise les gens, on passe les images. Mais je suis persuadé que le petit Malien qui est assis dans son salon, quand il va avoir un accident, aussi gravissime que cela, et on lui dit, pour t'en sortir, il faut porter un casque, mais je suis persuadé que l'État n'a même pas besoin de prendre les clés pour cela. Oui, je pense que... Oui, allez-y. Par exemple, ajouter par rapport aux prises de décision, ça me rappelle un peu au Burkina, quand les nouvelles autorités sont venues, quand ceux qui ont enlevé Tamimba, juste après, ils ont pris des décisions pour dire qu'il est interdit que la société civile et les partis politiques sortent pour manifester. Mais 24 heures après, quand l'équipe de Tamimba a voulu récupérer le pouvoir, ce sont les populations qui sont sorties pour les sauver. Pour les sauver. Mais là, ils n'ont pas penché. Donc souvent, c'est pour dire que quand les autorités viennent, nous comprenons qu'ils prennent des décisions. Mais ces décisions ne sont pas forcément les décisions qui sont même bonnes pour elles-mêmes. Donc il faut faire beaucoup attention. Et ce que j'ai voulu dire, que j'ai oublié, c'est que lorsque nous partons, toujours avec les commerçants, quand nous partons acheter les motos, on sait que chaque moto qui vient avec au minimum un casque. C'est ce qui avait été dit. Mais on nous vend les motos sans les casques. Donc il y a cet aspect aussi à revoir. Voilà. Donc, effectivement, ce que tu dis est très intéressant et important. Ce qu'il faut comprendre, j'ai compris dans la démarche du département des transports et des infrastructures, effectivement, comme l'a dit Guindo, ils ont adopté aujourd'hui une politique de communication qui puisse sensibiliser et conscientiser les citoyens. D'abord, le mot obligatoire, ils l'ont retiré pratiquement. Ce n'est pas obligatoire, c'est déjà un grand pas. Et deuxièmement, c'est de montrer les conséquences, comme il a dit tout de suite, du non-port du casque. Voilà ce que ça fait. Effectivement, il y a des images et des vidéos. Si on continue à les publier par tous les canaux de communication, radio, télé, réseaux sociaux, etc., ça va porter ses fruits. Avant le 1er janvier, c'est les gens même qui vont... C'est la ruée vers les casques. Bon, mais sinon, le faire autrement, comme les gens sont en train de dire, ils sont déjà la quintessence ne veut plus entendre parler des casques. Mais comme il a dit, c'est une façon de communiquer, de faire passer le message afin que le citoyen puisse l'adopter et l'appliquer sans pour autant que ça le dérange. Il faut engager des approches pédagogiques. Okay. Très important. Cette approche-là, je pense que les autorités sont à pied d'œuvre à le faire. Alors, moi, je pense que ce n'est pas des coups de pub. Et ils sont. Il faut continuer. Et comme on l'a dit tantôt, il faut montrer des images chocs. Le poids de mots, le choc des images, disait un penseur. Bon, comme vous savez, nous vivons une situation économique, sécuritaire très difficile. On voit que les autorités, en tout cas, sont en train de respecter le calendrier et leur engagement pour aller vers les élections en 2024. Et au même moment, on a vu aussi que le budget 2023 fait polémique. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qui a la sortie de Ben qui a fait que les gens se sont rués là-dessus. Mais au niveau du CNT, surtout c'est le budget qui fait débat. On parlerait d'augmentation de 3 milliards. Bon, ça fait une polémique. Est-ce que vous pensez d'une augmentation ou même de diminution du budget d'État? D'abord, logiquement, lorsque le budget augmente, ce que ça veut dire, que c'est comme si c'est un signe de développement. Lorsque vous constatez que le budget de la nation quitte 1000 milliards pour se retrouver à 2000 milliards, c'est positif. Souvent, vous voyez que les différents États même, souvent on essaie de voir, c'est à partir des budgets, on sait que celui-là il est plus développé que l'autre. En fonction de la démographie. Mais là, on parle du CNT. Oui, on parle du CNT, parce que le CNT aussi, c'est quand même une institution qui demande des performances à plusieurs niveaux. Donc, ce n'est pas le budget à l'ensemble qui doit être critiqué, mais ce sont les rubriques qui se trouvent dedans, dans le budget qui doivent être, critiquées. Et quand on regarde la démarche des autorités en place, il faut simplement constater, par exemple, quand ils ont fait leur coup d'État, il faut voir, et d'abord, ils n'ont pas, je ne dirais pas, ne pas versé du sang. Et deuxièmement, ils ont ramené la Constitution. Ils ont fait une charte, mais ils ont ramené la Constitution.
Donc, quand on regarde un peu leur démarche, c'est comme si ils sont venus s'attaquer à une structure qui ne voulait pas déranger, mais juste enlever ce qui n'était pas bon. Mais la préserver dans sa forme, dans sa structure. C'est pour cela qu'on constate qu'ils ont quitté 121 pour se retrouver à 147. Parce que l'Assemblée nationale qui était là, elle était 147. Donc, ça peut expliquer un peu la logique de leur vision. Parce qu'il faut comprendre aussi que ce sont des personnes qui sont venues, je dirais, entre parenthèses, la jungle du terrain, avec des armes, qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas l'instrument politique. Donc, mais qui ont des conseils quand même. Oui, ils ont des conseillers, mais il faut être très vigilant, surtout qu'il y ait des conseillers qui peuvent aussi... Bon, avoir un conseiller n'est pas la garantie d'avoir le meilleur conseil. Il y a cet aspect aussi. Mais ils ne sont pas les seuls à faire un coup d'État. On a vu avec le CTSP d'Amadou Toumani Touré, ça n'a pas atteint ces nombres-là. Le CTSP d'Amadou Toumani Touré, ce n'est pas pour m'attaquer au mouvement démocratique, mais le CTSP d'Amadou Toumani Touré nous a fait accoucher d'une constitution, une constitution qui fait que le pouvoir est toujours entre les mains d'un clan qui nous a procuré une démocratie de façade durant toutes ces années. On n'a pratiquement rien bénéficié de cette démocratie. Au contraire, elle a tout falsifié. Donc, peut-être qu'il ne veut pas faire l'erreur. Parce que quand on écoute le président, c'est qu'il veut un système bien établi de telle manière que ces coups d'État répétitifs-là soient totalement stoppés. Donc, dans ces conditions, l'appareil qui est là, la gestion de cet appareil, il faut d'abord la conserver d'abord dans sa structure préalable pour ne pas toucher à quelque chose d'autre qu'on ne maîtrise pas. Donc je me suis dit que c'est dans cette logique qu'ils sont allés de 121 à 147. Oui, mais Pape, il faut quand même comprendre. Nous vivons, c'est vrai, une période d'exception, de l'avis général et des spécialistes observateurs avisés. Au Burkina, je pense que le CNT, c'est 71 ou 81 membres, la Guinée, un truc comme ça. Nous, de 121, on se trouve à 147. Le budget monte. Pendant ce temps, le peuple trime dans la misère. Ça fait débat, en fait. Hein. Les gens se posent la question, vous n'êtes pas élu? Vous désignez 147 personnes comme ça, qui prennent des salaires de 1 500 000 et quelques plus. Voilà ce qui s'est dit ça et là. Nous, on rapporte, hein. On rapporte. Bon, comme tu as dit, il y a des décisions souvent que l'autorité prend pensant bien faire, mais si elle ne fait pas attention, ça va le retourner en plein jour dans la figure. C'est ce que nous évitons. Notre rôle, c'est d'informer, c'est d'aviser, c'est d'alerter et c'est de conseiller. Et ça, c'est extrêmement important. Si on ne s'écoute pas, nous visons tous le même objectif, un Mali nouveau, un Mali courant, certes. Mais le Mali pourra ne saurait se faire avec les mêmes méthodes, avec les mêmes systèmes. Je suis désolé. Oui, d'accord. Allez-y. Moi, c'est aussi simple que ça, parce qu'il faut comprendre d'abord que l'appareil de l'État n'est pas composé par une équipe uniforme. Parce que quand on regarde dans le fond, elle a été mise à place, par exemple, pour aller à une certaine forme. C'est une forme de consensus. Parce que d'une part, on sait qu'il y avait des personnes qui ont pris des armes d'abord contre le pays, qu'il fallait ramener, et pour ceci, une des conditions, c'était de les mettre dans l'appareil de l'État, soit non seulement au CNT, mais au niveau du gouvernement aussi. Il fallait, il y a des partis politiques comme le M5, qui a beaucoup, qui a commencé à taper fort, lorsque on avait donné la primature à une personne qui n'avait pas mené le combat, qui était le Mokhtar Ouane. Le M5 a pris la rue, a commencé à... Le M5 a pratiquement donné la main à la CEDEAO contre l'autorité en place en ce moment. Donc elle a revendiqué aussi sa part. Donc il faut comprendre que cet État, c'est comme un gâteau qui est là où chacun a revendiqué sa part. Donc eux qui sont militaires au centre doivent faire attention, parce qu'en essayant de prendre certaines positions, tu crées une opposition capable de freiner l'objectif principal. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut voir dans cette affaire-là. Parce que nous avons des Maliens qui sont prêts pour leur gâteau à comploter avec l'ennemi de l'extérieur contre l'État central. Et qu'ils sont exposés aussi à des coups d'État prémédités. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, dans ces conditions, souvent, il y a des... Comme on l'a dit, effectivement, donc, nous sommes dans une situation
qui est exposé à plusieurs types d'interprétations. Voilà. Où est le Malicoura dans tout ça? Voilà, donc le Malicoura, par exemple, quand on prend le Malicoura, c'est depuis longtemps, parce que quand on va parler, je crois, la première organisation qui a parlé du Malicoura, c'est EMK. C'est l'espoir Malicoura, avant M5, qui a demandé un Malicoura, mais qui s'est retrouvé expulsé pratiquement du M5, qui a été récupéré par une autre force. Donc, il y a toutes ces démarches qu'il faut prendre en compte. Mais moi, personnellement, dans mon analyse, le Malicoura, ça commence à partir de l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est la constitution qui va nous apporter une nouvelle république. En fait, beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses, du comportement, de tout ceci. Mais tout ceci, dans son essence, sera dirigé que par la loi fondamentale. Donc, c'est la loi fondamentale aujourd'hui qui doit être l'objet du débat de toutes ces forces politiques et de la société civile, des forces vives, pour que on ait un instrument capable de satisfaire ou bien de donner un système démocratique capable de sortir de toutes ces choses de corruption et qu'on ait un Malicoura. Il faut aller à une nouvelle république fondamentale complètement. Mais ça ne dépend pas du nombre de députés à l'Assemblée, ni dans le gouvernement, ni rien. Non, mais de la loi fondamentale. Qu'est-ce que vous pensez de ce budget du CNT qui fait polémique? La démarche en cours dont on parle pour l'avènement d'un Malicoura, une assemblée de 147 membres, une tradition qui va choisir 147 personnalités qui jouent le rôle d'une assemblée qui devait être élue, mais là, désignée. Le budget gonfle. Alors, il y a des urgences qui sont en face, auxquelles on va faire face. Il y a des problèmes, ça fait polémique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je comprends que mon frère Diallo soit vraiment un peu embêté, n'est-ce pas, par cette question, au regard, n'est-ce pas, de l'actualité donc, qui concerne Yaraouro debout sur les remparts. Je le comprends parfaitement. Moi, quand on a dit qu'on avait une rencontre ici, un débat politique, j'ai essayé de sonder un peu l'esprit de 3, 4, 5 personnes à travers, n'est-ce pas, non, à travers mes sources. Il y a quelqu'un qui a dit l'expression pléthorique n'est pas appropriée. Et qu'il faut dire folklorique. Un synthé folklorique. C'est une éminence grise de ce pays-là, hein, qui a dit qu'il faut dire folklorique. Alors moi je trouve inopportun, en tout cas en ce qui me concerne, vu la crise du moment. Inopportun. Vu la crise du moment, la crise multidimensionnelle, la crise sécuritaire, la cherté de la vie, etc., etc. Je trouve que c'était inopportun, n'est-ce pas, de conflit, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de ramener le nombre à 147, même si c'est les recommandations des assises nationales qui portent polémique jusqu'à présent. On sait comment ça a été mis en place. Les recommandations des assises nationales. Je pense que le président Assimi avait le dernier mot. Il n'aurait pas dû permettre qu'on ramène de cela à 147, quel que soit. C'est pas lui, hein, c'est la majorité qui a décidé. Non. On sait comment les choses sont décidées. Voilà, c'est un rappel, c'est pas Assimi. Non, je ne dis pas, on sait comment les choses sont décidées dans ce pays-là. Ah bon? Ah oui, ça on le sait. Il faut qu'on ne soit pas dupe, même si vous ne voulez pas le dire. Ok. Nous sommes dans une crise, c'est une transition. Donc elle est inopportune. Quand on parle elle est inopportune. Ok. Quand on parle de transition, c'est une période d'exception. C'est une période bien donnée. Et la montre est en train de tourner à 200 à l'heure. C'est une période bien donnée. Il faut régler certains problèmes et non tous les problèmes. Ouais. Quand vous regardez la nomenclature du Conseil national de transition, il y a des gens qui n'avaient pas leur place et qui n'ont toujours pas leur place. Des gens qui n'interpellent pas, qui vont quand il faut y aller. Quand ils veulent. Émarger, quand ils veulent et qui vont émarger. Mais non, il fallait un Conseil national d'hommes intellectuels. C'est vrai qu'il y a eu une lutte. C'est vrai qu'on veut partager le gâteau, ça se comprend. Mais en une période de crise, Assimi devait s'assurer. On parle de 9 milliards. Le budget. On parlait de 9 milliards. Et c'est monté comme ça subitement à 12 milliards. Dans une période difficile. Où même tous les appareils de l'administration et des ministères ont des budgets réduits. Très réduits. Pour armer nos soldats. Faire face. Nos soldats. Les équiper, mettre tout à leur disposition.
je pense que c'était vraiment, cet argent-là, ça pouvait aller quelque part. Et surtout, on vient de comprendre qu'à partir de janvier 23, la France va suspendre son aide. Alors, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Comment ils vont combler ce vide? Je ne vois pas l'opportunité, n'est-ce pas, de l'amener à 147, même si c'est les recommandations des assises nationales, c'est une bonne. Parce que vraiment, nous sommes en difficulté. Alors là, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. On dit, moi, permets-moi de visiter mon pense-bête. Mon pense-bête, il est dit ici que ce budget est utilisé pour l'ensemble des charges de l'organe législatif de la transition réparti en 8 chapitres. Il y a l'eau, l'électricité, la prise en charge du personnel, l'administration, près de 300, en parenthèse, l'indemnité, les cessions, les dépenses d'investissement, les honoraires, frais d'études administratives, l'entretien courant, les bâtiments, etc. Pour moi, c'est un argument qui ne tient pas de 12 milliards de francs CFA. Si effectivement c'est 12 milliards, parce qu'on n'est pas... Est-ce que je peux donner une information? Oui. Il faut comprendre d'abord que l'Assemblée c'était à peu près 16 milliards. Okay. Et que cette Assemblée était dans un local qu'elle ne louait pas. Okay. Cette fois-ci, le CNT est dans un local là où il boue. Comment on en est arrivé là? Voilà. Il y a cette question aussi, comment on en est arrivé là? Mais nous sommes en période de crise. Oui, nous sommes en période de crise. Mais le fond de la crise ne doit pas être déplacé. Quand on parle de vie chère, la vie chère, est-ce que des mesures ont été prises contre ces vie chères, oui ou non? Est-ce que le fait d'ajouter les 26 membres au CNT pour les ramener à 147, est-ce que a empêché les solutions idoines pour aller contre la vie chère? C'est la question qu'il faut se poser. Et cette vie chère, elle repose sur quoi? Parce qu'il y a une réalité quand même qui est là, que l'État a, je ne me rappelle pas de la somme réelle, mais qui a déboursé de l'argent, de l'exonération au niveau pour les commerçants. Et ces commerçants véreux ont fait autre chose. Mais il n'y a pas eu de sanctions. Ils ont fait autre chose. Il n'y a pas eu de sanctions. L'État doit je viens. Non, je ne suis pas en train de l'avocat de l'État. Mais le fond de la vie chère, il faut comprendre que l'État s'est manifesté contre la vie chère. Oui, mais ce sont des commerçants sur qui l'État a eu confiance qui ont trahi. Et voici les conséquences aussi de la vie chère. Et en retour, qu'est-ce que l'État doit faire? Et en ce moment, Yérolo, par exemple, a intervenu sur la question de vie chère et un conseil des ministres. Et on a vu qu'il y a un décret de sortie pour mettre en place une commission interministérielle pour traiter cette question-là. Et jusqu'à preuve de contraire, bon, nous savons que quand même, il y a des efforts quand même qui sont faits. Il y a une manifestation qui est là, qui est claire, qui est visible pour sur cette question de vie chère qu'il faut traiter dans le fond. Donc, souvent, je comprends la hausse parce que les gens doivent faire la meilleure interprétation pour donner la bonne information aussi aux populations. Parce qu'on donne le tableau qu'elle a, c'est quoi? C'est que l'État, l'autorité qu'elle a, ne se soucie pas de la difficulté des populations qui souffrent, mais plutôt de leurs conditions de vie et de leur poche. C'est le message qui est transféré, alors que ce n'est pas le cas. Alors qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut aussi expliquer, qui sont réels. Voilà, donc c'est pour cela que moi j'ai cité un facteur politique qui est là et qui est réel. Ce sont plusieurs forces politiques de différents horizons qui sont retrouvées au niveau de l'appareil de l'État. C'est ce qui fait la stabilité au niveau de l'État aujourd'hui. Si ils avaient continué, comme on le disait, c'est très simple. Pourquoi, quand on pose la question, pourquoi on a demandé que les militaires ne soient... On demande pratiquement que les militaires laissent le pouvoir. Il y a des forces politiques qui font cette revendication-là aujourd'hui. Il y a le cadre des partis politiques là qui est là, qui demande un État consensuel. Donc il y a tout ça, donc l'élargissement du gouvernement, il y a tous ces aspects. Et là, ils sont en train de résister aussi. Donc, il faut comprendre aussi, il y a des restrictions aussi au sein du gouvernement, aussi des départements, au niveau des budgets, pour préserver de l'argent pour aller acheter les armes et les donner aussi, comment on appelle, aux militaires. Mais il y a tous ces aspects aussi qui sont importants. Prenons la question, par exemple, de l'homosexualité aujourd'hui. Mais beaucoup de projets sont conditionnés à l'homosexualité aujourd'hui. Donc, lorsque l'État a pris une position contre l'homosexualité, il y a eu des projets qui ont été stoppés. Il y a beaucoup de financements qui ont été stoppés à cause de ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs multiples. Mais ce que moi, je souhaite simplement pas, c'est de ne pas limiter simplement la question de la pression sociale et de vie chère, simplement au fait du budget. Parce qu'il faut faire une analyse profonde de cette question du budget. C'est quoi un budget et quand est-ce qu'il faut le critiquer et pourquoi il faut le critiquer